Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Le Corner. Ça fait déjà rire Samuel parce qu'il adore mes introductions. Aujourd'hui, on accueille Mathieu Scrivignac, CDO du groupe Euromédia. Salut Mathieu. Bonjour à vous deux. Tu vas bien ? Je vais très bien, merci. Super épisode parce que Mathieu, on a déjà bossé ensemble, on y reviendra. Donc je suis assez persuadé qu'on va bien se marrer sur cet épisode et on va pouvoir te titiller un peu aussi sur certains sujets, je l'espère du moins. Je suis accompagné aussi de Samuel. Salut Sam, tu vas bien aussi ? Salut à tous, très bien, merci. Donc aujourd'hui, le but c'est de d'abord te connaître un petit peu plus pour nos auditeurs et ensuite de parler des activités d'Euromédia Group. C'est quelque chose qui est moins connu du grand public, je pense, de savoir en fait comment ça se passe quand on va diffuser du contenu, etc. On y reviendra après. Mais la première chose, tu peux te présenter ton parcours, tes fonctions maintenant, etc. Avec plaisir. Donc, moi, j'ai suivi un parcours universitaire à l'Université de Lille dans l'informatique et le traitement de signal. J'ai terminé par un DEA. Là, j'ai beaucoup hésité entre une thèse et chercher du travail. Il se trouve que c'était les années 2000, le début des années 2000, et qu'ils cherchaient énormément de développeurs informatiques. Donc, j'ai rejoint Altran Technologies. Ils m'ont placé dans une start-up Internet. Donc, j'ai découvert le développement web à cette époque. C'était évidemment très passionnant. La mission s'est arrêtée au bout d'un temps. Et là, Altran ne proposait pas vraiment de choses qui m'intéressaient, dans les domaines qui m'intéressaient. Je voulais faire du traitement de signal, de la vidéo. Et j'ai trouvé le job de rêve dans une société qui s'appelait Simavision, parce que ça alliait à la fois la vidéo, le traitement d'images et le sport. Je suis un passionné de sport, ça se voit, et surtout à l'époque, donc ça m'intéressait beaucoup. Là, ça mêlait vraiment mes deux passions. Donc, c'est en quelle année ça, quand tu dis à l'époque ? 2000. 2000. Ok, 2000, ouais. Donc début aussi de l'Internet, donc du traitement vidéo qui, j'imagine, devient de plus en plus adapté. Alors, c'était surtout les débuts, effectivement. C'était une start-up qui était arrivée, qui a été créée dans la Silicon Valley. Et le fondateur voulait absolument ramener ça en France et ramener ça, trouver des gens, monter une équipe. Et donc, c'était du pur web, mais c'était de l'agrégation de données. Donc, son idée à la base, c'était maintenant ça semble évident, mais de créer des portails, de créer un portail où moi, si j'ai mes mails sur Caramel, c'était ça à l'époque, hein. J'ai mes comptes en banque sur la BNP, je place des actions sur tel site, sur eBay. Je ressors les noms de l'époque, mais c'était nos clients, enfin c'était nos partenaires. Je veux lire mes news sur Yahoo News. Là, je sors des noms du musée, hein, mais C'est plus que Lycos, là, et puis on est bon pour moteur de recherche. Il y avait Lycos va chercher aussi, ils étaient là. Et donc l'idée c'était d'avoir un portail, je me log une fois et derrière j'ai mes comptes en banque, j'ai mes actions, j'ai mes paris, j'ai mes news et j'agrège toutes les données à un seul endroit. Donc il y avait un vrai intérêt derrière d'exploitation de toute cette donnée et de capter l'audience à un seul endroit. Donc c'était une très bonne idée, tellement bonne que très vite cette boîte s'est fait racheter par une société bancaire canadienne qui a intégré ça sur ses services pour fidéliser ses clients. Donc la mission s'est arrêtée à ce moment-là. On a fait la transition technique avec les équipes du nouveau propriétaire. Et voilà, c'est à cette occasion-là mais on parlait très peu encore de vidéos sur Internet. En tout cas, moi, j'étais plutôt impliqué sur cette partie algorithmique, comment on parcourt des sites web et comment automatiquement, avec des robots, on va aller chercher l'information au bon endroit pour l'agréger sur un portail. Donc ça, c'était ça mon rôle là-dedans. On parlait pas du tout de vidéo. Et c'est ça qui me manquait d'ailleurs. Parce que, encore une fois, moi, c'était ma formation. Je voulais faire de la vidéo, je voulais faire du traitement d'image. La thèse que je devais faire, parce que j'hésitais, c'était lié à la reconnaissance de personnes à partir de la vidéo. Donc j'avais ça et ça me manquait, je voulais le faire. Et encore une fois, c'était une chance incroyable de trouver cette boîte chez Simavision qui avait une équipe R&D, qui développait, qui faisait des produits que tout le monde voyait à la télé.
Je vais citer par exemple la ligne de record sur les courses de natation. Quand je suis arrivé, on venait de faire CIMA venait de faire les JO de Sydney, où on était les premiers sur le cinéma international à montrer cette ligne qui avait vraiment du sens éditorialement, parce qu'on se rendait compte de l'effort qu'il fallait pour un athlète pour battre le record et à quel point il était loin ou pas de le faire. Donc ça a apporté vraiment des choses. Après, on avait un produit phare qui existe encore aujourd'hui, c'était le hors-jeu sur les ralentis, de montrer ce que c'est un hors-jeu. Donc on était dans l'enrichissement éditorial. Donc c'était vraiment passionnant parce qu'encore une fois, on développait des choses, on les voyait à la télé. Moi, je me déplaçais beaucoup sur les terrains, donc c'était passionnant. Moi, j'avais des yeux comme ça quand j'allais au poste commentateur, et encore maintenant d'ailleurs, mais c'était vraiment passionnant et j'ai vraiment trouvé le job de mes rêves et qui m'a pas quitté jusqu'à présent, pourvu que ça dure. Ouais, et mine de rien, juste pour les années 2000, c'est que des sujets super avant-gardistes parce que finalement, c'est ce qu'on retrouve maintenant dans l'intelligence artificielle, dans les augmentations graphiques qu'on met maintenant à l'écran, sur les signaux vidéo maintenant sur l'OTT, c'est... Exactement. Alors, on parlait pas d'intelligence artificielle et moi, j'avais fait mes études sur les réseaux de neurones et finalement, c'était pas du tout appliqué. Le traitement d'image, c'était de l'algorithmie, c'était pointu, mais il y avait pas d'apprentissage, c'était de la pure algorithmie et effectivement, nous, on était déjà sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de sociétés parlent de traitement de intelligence artificielle. En creusant un peu, il n'y en a pas toujours. Oui, c'est marketing. Je pourrais vous donner des noms offline, mais non, effectivement, il y en a très peu et effectivement, il faut faire un peu le tri. Mais bon, moi, c'est Arduino que j'ai bien connu. Il y a eu énormément de progrès et moi, je suis pas à jour sur les sujets d'intelligence artificielle et sur ces technos-là, mais effectivement, c'était avant-gardiste. Et encore aujourd'hui, la réalité augmentée, nous, on appelait ça le virtuel, l'imagerie virtuelle à l'époque. On faisait de la publicité virtuelle aussi. Il y avait un business model autour de ça pour mettre de la publicité dans les pays où on n'a pas le droit de le faire. Par exemple, on pouvait faire de la publicité pour des cigarettes diffusées dans des pays où on a le droit de le faire, alors qu'en France on n'a pas le droit. Donc il y avait ces technos déjà et cette réflexion de mettre ça dans une économie et de mettre ça dans un business model. Donc c'était vraiment vraiment intéressant. Cette société, après, donc on appartenait au groupe Lagardère. On a fusionné à l'époque avec une société qui s'appelait Léo Productions et on faisait eux, ils faisaient la production de toutes les courses de chevaux en France et ils voulaient vraiment grandir avec cette techno et aller chercher d'autres clients. Donc on a fait beaucoup plus de produits à cette époque-là. Donc on avait notre modèle où on faisait de la prestation de services en France. Et on vendait du produit à l'international. Donc c'était intéressant. Moi, mon métier à ce moment-là a changé. Je me suis vite aperçu que j'étais pas un bon développeur. Mes collègues, je les salue. Mais je comprenais ces technos et ça m'intéressait pas de devenir un expert en développement. Donc mon métier a un peu changé à ce moment-là et je me suis plus recentré sur être plus proche des clients, essayer de comprendre les besoins, être en interface entre les équipes, entre les clients et les équipes techniques. Et c'est un peu encore ce que je fais aujourd'hui. Et essayer d'avoir toujours cette compréhension technique et d'avoir le bon vernis et de bien comprendre les technos pour pouvoir après voir ce qui peut être développé, déployable, vendu. Voilà. Et la suite, si je dis pas de bêtises, EVS ? Alors, entre-temps, il y a eu Léo Productions a revendu notre activité à une société qui s'appelait la SFP, qui maintenant s'appelle Euromédia. Donc c'était en 2009, je suis rentré dans le groupe à cette occasion-là. Et j'y suis toujours, malgré une infidélité de 3 ans, effectivement, entre 2012 et 2015 chez EVS, qui est un spécialiste du ralenti sportif. Donc là, j'ai fait du produit, de la gestion de produits. Je m'occupais des produits sport, des produits live, plus précisément, chez EVS à Liège. Et je suis revenu chez Euromédia en 2015 pour m'occuper des innovations, donc chez Euromédia France, la filière française. Et pour nos auditeurs, tu peux juste préciser un peu les activités d'EVS ? Je pense que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, on se souvient, nous, de la Canal Football App à l'époque où il y avait du EVS, mais il y a plein d'autres produits. Tu peux faire un petit brief rapide là-dessus ? Alors, EVS, c'est une histoire incroyable. C'est une société qui a, comme toutes les belles histoires, a fait faillite 3 fois, 4 fois avant de devenir un acteur mondial très profitable et très reconnu sur le marché. Leur produit phare, ça a été de digitaliser la vidéo, de la numériser et de faire des serveurs de ralenti. Avant eux, c'était quelqu'un qui rembobinait sur un magnétoscope pour scaler et puis proposer un ralenti qui n'était pas forcément de bonne qualité. Eux, ils ont amené
ils ont amené une technologie, ils ont digitalisé ça, et ils ont fait des serveurs vidéo, ils ont enregistré la vidéo sur disque avec des codecs, et ils ont amené une ergonomie qui a fait tout de suite l'unanimité pour que rapidement un opérateur dans un cas régie puisse avoir accès à plusieurs signaux vidéo, revenir rapidement sur la bonne image et la proposer au réalisateur. Et ça a vraiment changé la façon dont le sport a été consommé. Ils ont eu un rôle majeur dans la consommation du sport dans le monde. Et sachant que ça avait un impact, parce que eux, j'imagine toi dans ta carrière, parce qu'ils développent du hardware, donc pour les cas régie, mais aussi après du service derrière pour justement diffuser sur Internet. Alors, oui et non. Ils sont très hardware. C'est une société qui est très hardware chez EVS. Donc c'est 500 personnes, c'est quasiment 250 développeurs. Enfin, j'ai plus les chiffres exacts. Je suis parti depuis maintenant 5 ans, mais encore un modèle très hardware, propriétaire, où effectivement ce sont des grosses machines fiables, développées sur mesure, qui coûtent un certain prix. Et il y a effectivement un virage que VS a pris vers le digital avec cette grande idée effectivement qui était la Canal Football App. Donc il y avait un produit à l'époque qui s'appelait le Ccast qui faisait la passerelle entre les deux, entre la vidéo qui était captée dans un cas régie à très haute définition avec des résolutions qu'on peut pas mettre sur Internet aujourd'hui, en tout cas pas en direct. Et ils ont développé une solution, une plateforme qui faisait la passerelle entre ce contenu riche qui était dans un cas régie, qui était multi-angle, qui était immédiat, et effectivement une plateforme, une app le client phare, ça a été Canal, souvent d'ailleurs avec EVS. Canal était très très présent dans les innovations d'EVS, et effectivement ils ont fait cette passerelle ici. Pas que d'EVS. Ils ont continué, mais ça reste quand même. Et c'est le broadcast en général encore très hardware et très propriétaire. Évidemment, il y a des virages qui sont entamés, mais ils prennent du temps. On va y venir sur ces fameux virages. Ouais. Et donc on est en 2015, pour finir sur ton parcours, tu rejoins donc à nouveau Euromedia Group. Et là, en fait, quelles sont tes nouvelles activités ? Alors, je suis revenu en 2015, c'était le retour de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Sur les plateaux, on en voyait de plus en plus et tout le monde voulait en faire. Donc moi, j'ai travaillé sur ces technos-là chez Euromedia, pas en développement interne, mais en essayant de sélectionner et déployer les meilleurs produits. J'ai aussi beaucoup travaillé sur l'activité graphique que j'avais participé à sa création d'activité graphique avant de partir, et je l'ai reprise en revenant avec j'étais pas tout seul, et on a vraiment mis l'accent sur ce produit graphique qui nous permet d'avoir nos propres solutions pour incruster pendant un match de foot tous les overlays que vous voyez sur l'antenne, le score, les stats, les compos. Voilà. Donc ça, j'ai beaucoup travaillé sur cette partie-là, sur la partie virtuelle. J'ai aussi travaillé sur les technos émergentes comme la réalité virtuelle, et je t'ai rencontré à cette époque-là, Sam, avec Canal. On a fait quelques tests. Il y avait le début du 360 aussi qui arrivait. Enfin voilà, on n'était pas loin d'être une des premières productions, je pense, en réalité virtuelle. Vous étiez les premiers, toujours effectivement avec ce trio Canal, Live-like et puis nous en tant qu'intégrateurs et où on accompagne les clients pour déployer tout ça sur place. Encore une fois, c'est notre rôle aussi. Donc ça, c'était effectivement passionnant. Et mon rôle aussi, dans les autres technos, c'était essayer de décrypter et vulgariser les nouvelles technos, les transitions technologiques. Et là, en fait, quand je suis revenu en 2015, le groupe venait d'acheter Netco. Netco, on les connaissait, Netco Sport, puisque on avait aussi travaillé avec eux sur la Canal Football App. Oui, Netco, donc pour recontextualiser, je vais y arriver. Une agence de développement d'applications mobiles et sites internet, donc notamment dans le sport, qui faisait des apps pour des clubs, des fédérations, des diffuseurs. Exactement. Donc on a racheté cette boîte en 2015. Moi, évidemment, j'étais pas impliqué. Et puis il y a eu 1 an et demi, 2 ans, et le groupe voulait vraiment rapprocher Netco des métiers du groupe. Donc ils m'ont proposé de rejoindre Netco. C'est à cette occasion-là qu'on s'est connus, David. Donc je vous ai rejoint chez Netco Sport en tant que dans un rôle un peu hybride au début, puis après CTO pendant 1 an et demi, 2 ans. Et mon rôle, ça a été effectivement de remettre en place quelques process, commencer
la transition vers le produit, parce que c'était quelque chose qu'on voulait faire. Maintenant, on continue de plus en plus vers ça, et voilà, rapprocher un peu Netco des métiers du groupe et commencer à créer des passerelles entre notre métier d'Euromédia Group, de MG, et le digital, qui était pour nous, voilà, il y avait cette stratégie d'arriver sur le digital. Ça s'est fait par la croissance externe. Derrière ça, il y a eu On Rewind, qui est une autre acquisition qui a été faite en 2017. Ça a été annoncé au Sportel 2017, il me semble. Donc On Rewind, plus proche de la vidéo, plus proche de nos métiers. Donc On Rewind, c'était le player enrichi, assez innovant, super innovant, qui amenait vraiment une expérience différente. Donc nous, c'était vraiment une extension naturelle d'aller de faire l'acquisition de On Rewind. En plus, ils sont très sympas. C'était vraiment facile de travailler avec eux et de s'intégrer. On avait des clients en commun, donc c'était assez logique tout ça. Et aujourd'hui, je pense que ça reste une très bonne idée d'avoir fait ces acquisitions et d'avoir ce prolongement digital au sein du groupe. Et justement, tu parles de groupe, donc Euromédia Group. Tu peux expliquer au sens large comment est organisé justement le groupe, parce que vous êtes dans plusieurs pays. Là, tu as parlé des acquisitions qui sont en France, mais je crois qu'en Italie, vous avez aussi d'autres choses. Tu peux nous expliquer un peu au sens global comment est structurée l'entreprise ? Bien sûr. EMG, c'est l'un des leaders mondiaux de la prestation de services audiovisuels professionnels, donc le broadcast. On est un acteur installé depuis 30 ans maintenant. On a 21 filiales réparties dans 10 pays, dont l'Italie, tu en parlais. La holding du groupe est française. Elle est située à Saint-Denis. Elle est présidée par François-Charles Bidot et Patrick Vandenberg. Donc c'est le nom que vous connaissez. On a 1500 employés répartis sur toute l'Europe. On couvre 15 000 événements par an, 15 000 prestations de services. La majorité de nos filiales ont le même modèle, c'est-à-dire que ce sont des sociétés comme Euromédia en France, où on a des cars régies, des plateaux, et on propose des moyens techniques et des techniciens et des experts pour faire de la prestation de services et faire de la captation d'événements. Nous, notre rôle à la holding, donc maintenant je suis rattaché à la holding Euromédia Group, notre rôle c'est d'accompagner les filiales dans leur développement. On a des services transverses comme le juridique, comme les achats qui sont centralisés. On a aussi la finance évidemment qui est centralisée. On a une équipe technique avec un CTO, des experts IP qui accompagnent les filières sur les transitions technologiques et l'accompagnement vers la migration vers l'IP, par exemple. On a un gros projet qui s'appelle Deploy, qui est la nouvelle façon de construire les moyens techniques et de les rendre plus modulaires grâce à l'émergence de l'IP. Et on travaille aussi beaucoup sur des services additionnels, donc c'est plus là où moi j'interviens. Donc autour des métiers qui sont l'ADN de MG, on développe des services additionnels comme les graphiques, comme le digital. Et voilà, on est plutôt organisé de cette façon-là, où on centralise un certain nombre de choses, et ça n'empêche pas les filières d'avoir leur propre CTO, leur propre service d'achat. Mais voilà, on essaie de centraliser, de travailler tous ensemble le plus possible. Et le sport là-dedans, ça représente combien de pourcentage d'activité sur tout ce que vous diffusez, tout ce que vous produisez, etc. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais ce qui est certain, c'est que, par exemple, si tu prends Euromédia, la filière en France, c'est 90%. Je m'en voulais pas si j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est l'ordre de grandeur. C'est pas l'ordre de grandeur à l'échelle du groupe, parce qu'on a des filières, par exemple, comme aux Pays-Bas, United, qui fait beaucoup de plateaux. La Belgique aussi, chez Video House, ils font énormément de plateaux. Donc, alors ça peut être des émissions de sport, mais c'est pas la captation d'événements sportifs. Donc, j'ai pas le chiffre exact, et donc peut-être que ça vaut pas la peine de donner un ordre de grandeur, mais c'est probablement 3/4, 1/4, voilà, sur le sport, 3/4 pour le sport. Et puis après, on a les gros événements, on est énormément impliqué dans les gros événements. Le sport, il n'y a pas que pour nous, hein, le sport c'est un gros driver d'innovation pour les sociétés comme nous. Ça nous pousse vers l'avant, ça nous tire vers l'avant. C'est le sport qui amène les transitions techno, comme le passage de l'HD à l'UHD, comme l'arrivée du HDR, comme les caméras haute fréquence. Il y a beaucoup de techno qui sont poussés par le sport. In fine, c'était pour faire vendre des télés. Par exemple, quand Sony... c'était peut-être pas l'idée du siècle maintenant avec le recul, quand Sony a financé une partie de la production de la Coupe du Monde en Afrique, c'était pour vendre des télé 3D. Ils ont financé des moyens de captation 3D, de stéroscopie. Donc il y a toujours cette volonté vraiment le sport amène de l'innovation, le sport a fait vendre, c'est un driver. Donc voilà, nous on est clairement dans cette optique-là. Ouais. Juste une petite note, parce qu'il faut le savoir,
à partir du moment où tu sais capter du sport et avoir un bon narratif éditorial avec toutes les technologies que ça implique, la notion de live, la notion de multicam, etc., il n'y a rien de plus dur à filmer que du sport finalement. Ah bah c'est un challenge le sport effectivement parce que par nature c'est pas prédictible. Donc tu peux pas savoir ce qui va se passer. Donc effectivement ça demande beaucoup de fiabilité, beaucoup d'expertise. Notre expertise elle est dans les moyens techniques mais elle est aussi dans les gens. On mise beaucoup sur la formation des techniciens. Tu peux avoir les meilleurs technos si t'as pas les gens pour les exploiter, ça sert pas à grand chose. Et ça demande beaucoup d'investissement. Il faut toujours être à la pointe des technos. Nous notre rôle c'est continuer à être éligible pour filmer ces gros événements. Tout le monde peut pas le faire. On n'est pas 50 dans le monde à pouvoir être capable de déployer des moyens techniques et des gens pour aller filmer ce type d'événement où l'exigence est très importante parce qu'effectivement c'est pas prédictible. Il faut de la fiabilité, il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit fluide. On dit pas couper, on recommence comme je viens de le faire. Il faut vraiment être prêt tout le temps là. Et puis il y a les exigences de la narration, il y a l'importance de l'événement. Voilà, il faut être présent. Et nous, notre rôle, c'est justement d'être prestataire technique et de mettre en place tous ces équipements et ces solutions. Et il y a quelque chose de super intéressant dans ce que tu dis et qui est pas forcément bien compris par le grand public, c'est que tu as dit que le sport était qui drivait beaucoup l'innovation. Et par exemple, il y a ce spectre, bon, on reparle encore de l'actualité, mais avec Mediapro et les droits du foot, par exemple, quand on passe le milliard, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que ça a un impact aussi, par exemple, sur le cinéma français, du coup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vos moyens techniques, j'imagine que quand ils servent pas pour filmer du football ou un autre sport, ils peuvent être utiles et ces innovations que vous créez vont pouvoir être appliquées après sur d'autres métiers, dans les cinémas, les séries, les documentaires, etc. Oui, c'est un bon parallèle, même si on fait très peu de cinéma dans le groupe, on fait autre chose que du sport quand même. Et effectivement, les moyens techniques qu'on achète, les investissements qu'on fait, heureusement derrière on les rentabilise au cours de l'année. Si je prends l'exemple d'Euromédia en France, on couvre le championnat de la Ligue 1 pour Canal+, on couvre le top 14 pour Canal+, mais on couvre aussi d'autres événements de handball, et c'est les investissements qu'on fait pour les gros événements qui nous permettent d'avoir les moyens techniques après qu'on utilise toute l'année, et encore une fois majoritairement sur du sport. On fait pas que du sport, effectivement. Tu voulais m'emmener vers ça, et là il y a de la télé-réalité aussi, on fait du plateau, on fait du corporate aussi de plus en plus, mais ça reste quand même le sport qui, en tout cas en France, nous tire vers le haut. Ouais. Et dans ce sport, justement, tu as parlé pas mal d'innovations techniques. Alors moi, j'en ai une en tête, celle avec le Tour de France. Vous produisez aussi le Tour de France. Donc là, il faut imaginer le setup. Il y a des hélicos qui tournent, il y a beaucoup de choses. Vous avez mis des capteurs il n'y a pas longtemps, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans sur certains vélos. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu ces innovations ? Tour de France, c'est incroyable, c'est une super vitrine et on a la chance de faire ça depuis plusieurs années. Il se trouve que on a une techno en interne qui est assez unique, qui est développée chez nous. C'est la capacité, c'est ce qu'on appelle la HF, c'est la capacité à transporter la vidéo, ça a l'air de rien, mais transporter la vidéo sans fil. Donc évidemment, on a tous le streaming en tête, mais là on parle pas de la même chose. On parle de la possibilité de mettre une caméra sur une moto qui va suivre les coureurs, les cyclistes, mais que cette vidéo et son audio et ses data, parce qu'il y a des capteurs, tu as raison, soient transportés en temps réel à plusieurs centaines de kilomètres de là, puisque le car régie, il est sur la ligne d'arrivée. Donc, vous voyez, une étape, ça peut faire 200 km. Donc, les motos suivent les coureurs, et nous, on transporte la vidéo de la moto jusqu'au car régie pour que le réalisateur puisse faire sa réalisation. Et cette techno-là, c'est une techno qu'on appelle la HF. On n'est pas les seuls à le faire, mais encore une fois, c'est un savoir-faire fort d'Euromédia et de nos entités, où on est capable de transporter de façon fiable, avec la meilleure couverture possible, sans rupture. Tu passes le tunnel, tu es au sommet du Mont Ventoux, la vidéo elle est quand même transportée. Ça, c'est quand même une performance. Et pour ceux qui se demandent, du coup, c'est parce qu'il n'y a pas de 4G dans ces endroits qu'on passe par la HF. Il n'y a pas de 4G, et puis la 4G réglera pas ces problèmes-là. Et la 4G, c'est quand même assez récent, et nous, on fait ça depuis longtemps. Il faut transporter avec le moins de délai possible, donc en temps réel. Évidemment, on peut pas supporter de la latence, donc il faut de la fiabilité. Je dis pas que la 4G est pas du tout une bonne solution pour ça, mais pour couvrir ce type d'événement, aujourd'hui, il n'y a pas de 4G.
C'est vraiment essentiellement de la HF, relayé par hélicoptère et par avion, effectivement, tu le disais David, parce que ce signal vidéo, nous, c'est de la radio, donc on l'envoie, il est relayé par un hélicoptère, puis après par un avion qui est encore plus haut, suffisamment haut pour pouvoir voir la ligne d'arrivée, pour être vu depuis la ligne d'arrivée. Donc c'est vraiment une chaîne complète qu'on propose. On a parlé de la vidéo, on a parlé de l'audio, mais il y a les data, tu évoquais les capteurs. On a mis des capteurs avec notre partenaire ASO sur notre client et partenaire ASO sur les coureurs, sur les cyclistes, pour aller capter effectivement de la donnée en temps réel et s'en servir après pour faire de la statistique, pour expliquer la performance. Toujours aussi, ça c'est une composante forte chez nous, de travailler sur le storytelling, d'amener des moyens techniques pour améliorer le storytelling. On le fait grâce à la data, mais on a mis en place aussi d'autres solutions comme de la palette graphique. Voilà, on est proche de ces besoins éditoriaux et on met en place des solutions. On est proche des services, de ce que le client veut, l'histoire qu'il veut raconter. Et nous, on est derrière, on est les petites mains pour faire marcher tout ça. Ouais. Et je pense que ça sera un sujet plein de comment vous accompagner effectivement de cette narration éditoriale. Juste pour revenir on parlait de 4G, de HF. Est-ce que la 5G, toi, de ta perspective, avec ta connaissance qui est bien meilleure que celle des personnes comme nous, est-ce que tu penses que ça va permettre d'aider à résoudre ce genre de problématiques? Est-ce que tu penses que ça sera y compris pour des sujets comme capter dans les conditions compliquées d'un Tour de France? La 5G, évidemment, aide. Il y a déjà des expérimentations en cours. On a travaillé, je peux pas tout dévoiler, mais on a des projets en cours où on transporte la vidéo par la 5G. On voit la promesse de la 5G, on la voit arriver. Ça remet pas totalement en cause nos développements sur nos émetteurs-récepteurs, parce qu'encore une fois, il faut miser sur la fiabilité. C'est vraiment la clé dans notre domaine. Sinon, effectivement, on pourrait tous le faire. Il faut... Donc, oui, la 5G, évidemment, va amener des choses. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas... je pense... À échéance 3 ans, il n'y a pas de 5G sur le Tour de France, à ma connaissance. Et justement, dans ces innovations, mais après, même dans le cadre de vos partenariats avec les différents ayants droit, vous vous placez où dans l'écosystème entre les détenteurs de droits, les diffuseurs et les utilisateurs finaux? Est-ce que vous avez un rôle très défini ou il peut varier suivant les cas? C'est une très bonne question. Nous, on est prestataire de services, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des moyens techniques pour le compte de quelqu'un d'autre. Donc, en général, on travaille pour le producteur. Après, le producteur peut être le diffuseur. On citait tout à l'heure la Ligue 1. Dans le cahier des charges de la LFP, quand un diffuseur achète les droits, en tout cas dans l'appel d'offres précédent, le diffuseur a en charge de produire le signal. Donc là, deux cas de figure, soit le producteur et diffuseur a les moyens techniques en interne, et il peut le faire tout seul. Ça arrive par exemple pour France Télévisions. France Télévisions capte un certain nombre de ces événements de rugby avec leurs propres moyens de la factory. Mais dans la plupart des cas, ils font appel à nous. Donc ils font appel à nous et nous on va mettre en place les moyens techniques pour le compte du diffuseur/producteur. Après il existe des sociétés qui sont uniquement producteurs. Je vais prendre l'exemple de HBS. HBS, c'est une société de production déléguée et ils vont mettre en place, eux, les moyens techniques en travaillant avec nous ou d'autres de nos concurrents pour le compte d'un détenteur de droits. Voilà, donc ça dépend. On peut travailler directement pour le diffuseur ou pour une production déléguée. Par curiosité, quand il y a un appel d'offres type la Ligue 1, il vous arrive de répondre communément avec un broadcaster? Non. C'est-à-dire répondre pour eux quand ils nous incluent dans leur cahier des charges? Ouais, le cahier des charges est toujours indépendant. Ils vont dire qu'on va mettre ces moyens techniques, ils vous consultent, mais vous répondez pas ensemble à un appel d'offres. Non, dans la majorité des cas, il y a effectivement pour le détenteur de droits, celui qui achète les droits, un cahier des charges technique, et après c'est à eux de le répercuter. Et d'ailleurs, ils peuvent l'enrichir, ce cahier des charges. Il y a un cahier des charges minimal qui va être celui du signal international, par exemple, mais Canal+, pour encore prendre l'exemple de Canal, il va rajouter des moyens techniques supplémentaires pour vraiment donner une touche différente et avoir une signature. Donc ça, ils le font avec des moyens internes, mais aussi avec des moyens externes. Ouais. C'est une parfaite transition pour un peu la seconde partie, j'ai envie de dire, du podcast où on va parler innovation un peu plus et digital. Donc si Canal met un petit peu plus de moyens que ce qui est demandé, on va dire en termes de service minimum, c'est ça aussi qui va être vecteur d'innovation. Vous, en tant que groupe broadcaster, la vidéo a énormément évolué, l'offre vidéo aussi a énormément évolué, le moyen de le délivrer a énormément évolué. Comment vous avez pris ce virage, vous, en tant que groupe,
sur justement, donc tu as parlé d'acquisition, mais après en termes de moyens techniques, de dispositifs, qu'est-ce que vous avez fait de fort en fait là-dedans? Alors, plusieurs choses. L'innovation en tant que telle, elle est inclue dans notre ADN. C'est-à-dire que de toute façon, c'est obligatoire. On est obligé de rester à la pointe. Encore une fois, c'est très exigeant. C'est un métier très exigeant qui demande beaucoup de fiabilité, de performance. Donc, on doit être en permanence à la pointe de la technologie. Donc, ça passe par l'innovation, par être au courant de ce qui se fait, et surtout ça va même plus loin, parce que il y a être tout le temps au courant des nouveautés, mais après les rendre industrialisées, les mettre en production. Ça, c'est vraiment une expertise et ça demande beaucoup de travail, parce que effectivement, l'innovation, on voit des choses, on va au NAB, on va à l'IBC, on voit plein de trucs super sympas, mais entre la sortie du produit et une réalité dans le cas régie, ou dans un workflow live, il y a du travail. Il faut accompagner, il faut que ça rentre dans un écosystème, dans un workflow. Il faut que les gens qui sont amenés, nos techniciens qui sont amenés à travailler là-dessus, il faut qu'ils soient à l'aise avec, il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit fluide. Donc il y a toujours effectivement entre la sortie d'un produit innovant ou d'une techno innovante et sa réalité dans un workflow, il y a du temps, il y a des étapes à franchir. Donc nous, on est tout le temps là-dedans. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans cette transition et tout le temps dans l'accompagnement et dans la recherche de nouvelles techno et de nouvelles solutions. Ça passe effectivement par cette veille techno, ça passe aussi par l'acquisition d'experts, de sociétés expertes qu'on fait rentrer dans le groupe. Il y a eu des croissances externes sur des caméras spécialisées en Angleterre, par exemple. Il y a eu des croissances externes sur de la post-production, sur la réalité augmentée. On se nourrit aussi de sociétés externes comme ça. Donc, pour aller plus vite, être prêt plus rapidement. Après, effectivement, il y a des transitions qui sont plus longues. On a évidemment pris le virage de la remote production, qui a démarré quelque temps chez nous. C'est une réalité depuis plusieurs années en Italie, par exemple. Il y a une partie du championnat italien qui est fait en remote production depuis 3.02, notre filière en Italie. Tu peux expliquer un petit peu plus en détail ce que la remote production? Bien sûr, la remote production. Donc aujourd'hui, le schéma classique, c'est il y a un événement, un match de foot à Bordeaux. Donc nous, bon exemple. Par hasard. On va aller pour le compte de notre client, on va envoyer le cas régie sur place, les techniciens, on va se déployer souvent le matin du match. On va envoyer beaucoup de gens sur place, ça peut être presque 100 personnes des fois, en fonction du nombre de caméras. Pour Bordeaux quand même. Comment ? Pas pour Bordeaux quand même, sur des gros matchs. Même pour Bordeaux. Même pour Bordeaux. Même pour Bordeaux. Ouais, Bordeaux, il y a une grande époque quand même. Et je rebondis même pas. Donc on va amener tous ces gens et ces moyens techniques sur place. Et puis quand le match va se terminer, on va envoyer tout le monde à la maison. Donc ça déplace beaucoup de gens, beaucoup de moyens techniques, ça coûte de la logistique. Et ça, on le fait parce que pendant longtemps, on n'avait pas le choix, il n'y a pas d'autre solution. La remote production, c'est couper un peu ce modèle-là en deux et de dire on va envoyer une partie des gens sur place, ceux qui ont obligation d'y être, donc pour placer les caméras, placer les micros, peut-être être en relation avec des gens qui vont être en relation avec le club, avec le client, et on va garder une partie, l'autre partie, dans un remote center. Donc, par exemple, nous, on en a un à Saint-Denis, en France, dans nos bureaux chez Euromédia, où on a plusieurs postes de travail et on a les moyens techniques capables de recevoir la vidéo, l'audio, qui est capté sur place, et de faire la réalisation, de produire l'événement depuis Saint-Denis. Et ça, effectivement, toujours sans compromis sur la qualité, ou en tout cas le moins de compromis possible. Donc ça, c'est grâce à l'arrivée de solutions qui nous permettent de transporter plus facilement la vidéo d'un point A à un point B. Donc ça passe par la compression, ça passe par évidemment par Internet aussi, ou alors direct par satellite. Enfin, il y a plusieurs façons de le faire. Donc nous, effectivement, on le fait en France, on le fait depuis plusieurs années en Italie. On l'a fait aux Pays-Bas, on le fait en Angleterre. Alors en Angleterre, ça s'est précipité avec le Covid. Il y a un rock qui est sorti de terre en Angleterre pendant la première période de confinement. Donc voilà, même si c'est des transitions qui prennent du temps, on sait aussi être très rapide quand il faut et s'adapter. Donc cette transition, elle est arrivée, on l'a commencé depuis un petit moment. Je vous dis, l'Italie, elle est liée depuis plusieurs années. On produit des milliers de matchs par an en Italie en remote production. Et c'est évidemment un modèle qui va évoluer. Les barrières technologiques tombent.
une par une, donc ça va se démocratiser de plus en plus, et il va y en avoir de plus en plus de remote production, et probablement que ça pourrait devenir un standard. Oui. Et surtout que vous, j'imagine que les coûts sont quand même assez énormes. Quand on parle de car régie, etc., les gens ne se rendent pas forcément compte, mais les investissements sont colossaux. Donc j'imagine qu'il y a aussi une stratégie de coût derrière en tant que groupe, mais aussi pour les diffuseurs, etc., qui demandent aussi à réduire les coûts, sachant qu'on sait que le milieu du broadcast, on va dire pur, ou enfin du moins la production, les coûts sont très marginaux. Les marges, pardon. Non, c'est juste, effectivement, c'est un peu... Effectivement, les droits augmentent, mais les moyens, le coût des prestations techniques n'augmente pas de façon linéaire avec les droits, voire même diminue. Parce qu'évidemment, il y a une pression, il y a un marché, il y a de la concurrence, donc les moyens techniques sont pas toujours proportionnels à l'importance de l'événement. Donc c'est à nous effectivement d'être organisés, d'avoir des stratégies d'achat, d'avoir des stratégies de mutualisation, et c'est là où on a de la chance, parce qu'on a un gros groupe, on a des filières un peu partout, donc on a des services transverses, on mutualise un certain nombre de choses, les investissements sont le plus possible mutualisés. On a une société qui s'appelle le EMG Pool qui est un peu notre loueur interne. Il loue du matériel en interne, donc il fait un certain nombre d'achats groupés pour pouvoir après les redistribuer dans le groupe. Donc on a cette organisation effectivement pour contrer ça, mais de toute façon ça nous freine pas l'innovation. Parce qu'encore une fois, si on veut continuer à être présent sur les gros événements, c'est un peu comme le modèle de la Formule 1. Il y a la Formule 1 qui coûte beaucoup d'argent, et après derrière, Monsieur Tout le Monde retrouve des innovations dans sa voiture. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a les investissements qu'on fait pour les gros événements, mais qui nous permettent d'aller capter des fois ces équipements-là sont aussi utilisés pour aller capter des événements plus mineurs. Je dis pas de bêtises si je ressors une conversation que j'avais eue. Sky Germany disait payer les droits de 900 millions et ça leur coûtait à peu près 100 millions eux à exploiter. Est-ce que tu penses que c'est une échelle de grandeur, le ratio coût? Alors, pour nous, c'est même moins parce que Sky va y rajouter de son équipe éditoriale, ses coûts de diffusion, ses coûts de transmission. Et nous, on est encore plus loin dans la chaîne. Plus loin dans la chaîne, ouais. Donc okay. Le ratio, il est même plus petit, je pense. Et sur cette évolution du business, on a parlé de côté vraiment prix des droits, et tu disais que toi tes marges évoluaient pas, etc. Il y a aussi une évolution dans la consommation, notamment du sport par le fan, développement des plateformes OTT, donc tout simplement le fait de consommer via Internet. Est-ce que vous avez une stratégie aussi par rapport à cette nouvelle consommation, où vous posez la question sur le fait de développer des nouveaux produits, des nouvelles solutions pour l'utilisateur final? Complètement, c'était l'idée de cette acquisition de Netco et après Unrewind, on se rapproche, d'une part on se rapproche plus de l'utilisateur final, et aussi on s'étend dans notre chaîne de valeur. C'est-à-dire que maintenant avec Netco et Unrewind, on va aller de la captation, donc de l'événement où on va placer nos moyens techniques, jusqu'à la diffusion sur le smartphone de l'utilisateur ou sa télé connectée, parce qu'on a cette brique avec Netco qui va développer l'application mobile, avec Unrewind qui va développer le player vidéo OTT, et on a toute cette chaîne maintenant. On va vraiment de la captation jusqu'à l'utilisateur final. Donc c'est en ça qu'on a effectivement on a vu cette tendance, et on a fait ces acquisitions dans ce sens-là. Ouais. Ok, et tu peux détailler un petit peu plus justement dans cette innovation et ces acquisitions, comment maintenant vous arrivez à mettre en place des cas pratiques? On a parlé d'ASO tout à l'heure avec le Tour de France. Je sais qu'il y a eu différentes activités au-delà de la production. Tu peux donner des exemples concrets pour nos auditeurs sur une mise en place complète d'un projet du coup? Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que nous, on est une sphère. On a un certain nombre de métiers qui vont effectivement du cas régie, du plateau, des caméras spécialisées, et des graphiques, et maintenant le digital. L'objectif, c'est de proposer à nos clients toute cette gamme de services. Après, tous nos clients n'utilisent pas l'intégralité de notre gamme de services. Oui, c'est à la carte en fonction de leurs besoins. C'est de la prestation de service, donc ça reste très à la carte, effectivement. Mais effectivement, au plus on aura de services comme ça à valeur ajoutée, au plus on sera intéressant pour un client de venir chez nous. Et puis, par exemple, il va commencer par acheter une application mobile chez Netco, et puis après, peut-être que ce club, si on parle d'un club,
va rajouter la couche OTT avec un rewind et pourquoi pas la captation qui va avec pour capter son événement sportif. C'est vraiment l'objectif, c'est l'idée, c'est d'avoir cette sphère, de faire rentrer le client par où il veut et après lui proposer de plus en plus de services. Ouais. Et sur ça, du coup, comment tu vois l'arrivée aussi de nouveaux entrants? Parce que toi, tu arrives avec un groupe où tu as plein de services et donc du coup, tu es t'es le facilitateur finalement pour une grosse organisation, pour une chaîne télé, qui tu veux finalement. Mais comment tu vois aussi arriver justement toutes ces nouvelles solutions, start-up, nouvelles boîtes de prod, qui arrivent avec du coup moins de coûts, parce qu'ils n'ont peut-être pas des gros cars régie, etc. Donc qui arrivent avec des prix très compétitifs, avec des solutions innovantes qui fonctionnent ou juste parce qu'ils sont compétitifs au prix, vous prennent du marché. Comment vous positionnez? Comment tu vois ça dans l'avenir? C'est quelque chose qui vous inquiète, toutes ces solutions qui arrivent? Ça nous inquiète pas, au contraire, ça nous pousse à nous réinventer aussi. Effectivement, on le voit, mais le broadcast en général se rapproche de plus en plus du monde de l'IT. Donc effectivement, l'IT c'est bien plus gros que le broadcast. Donc on va voir de plus en plus de concurrents, de solutions concurrentes, c'est certain. Mais maintenant, ça nous inquiète pas, ça nous pousse vraiment nous justement à nous pousser parce que le broadcast c'est très conservateur. Et en fonction des pays, ils le sont plus ou moins. Et c'est un monde qui évolue lentement. Qu'est-ce que tu entends par conservateur? Il y a des façons traditionnelles de faire les choses. Dur de changer des workflows du jour au lendemain. Sans compromis sur la qualité. Alors, je vais raconter une anecdote. Donc, je parlais de Simavision. Chez Simavision, on développait des solutions sur PC, sous Windows, avec des cartes d'acquisition. C'est des PC sur lesquels on faisait tourner nos softs, qui faisaient l'acquisition de la vidéo et qui renvoyaient de la vidéo avec de l'imagerie virtuelle en plus. Moi, je me souviens être arrivé dans un car régie une fois. Je vais pas citer lequel et qui c'était, mais le chef de car, donc le responsable technique du car régie, du moyen technique, m'a dit moi vivant, jamais un PC dans mon car régie. Bon, je souhaite qu'il soit toujours vivant, mais il y a évidemment maintenant énormément d'informatique dans un car. Donc, on est très conservateur, le broadcast est très conservateur, mais n'est pas non plus idiot. On a les technos avancent, ça prend du temps, et c'est la preuve il faut montrer, justement, ça fait partie aussi de mon rôle et d'autres gens dans le groupe. On est là pour montrer que ces technos fonctionnent, démystifier, montrer que les rassurer. On n'a pas parlé de cloud, mais le cloud va être est déjà aussi quelque chose qui va révolutionner notre métier, qui est déjà en train de le faire. Donc de toute façon, ça évolue. On met pas les mains devant. Ça évolue sans nous. Ça évoluera avec nous. Encore une fois, on va pas regarder le train passer. On va s'assurer d'avoir la meilleure place dans le train. Et on va, on fait déjà évoluer nos technos pour déjà intégrer ce type de techno dans nos moyens techniques. Après, nous, on amène peut-être de plus de sérénité, plus de fiabilité, mais sans dénigrer ce qu'on peut voir sur les petites solutions dont tu parlais. Moi, je trouve ça super bien et au contraire, ça nous pousse à évoluer. Le Covid a été un incroyable accélérateur de tout ça. C'est génial. Moi, je trouve ça très bien parce qu'on n'a pas eu le choix. Nous, il fallait de toute façon qu'on prenne ce virage et on l'a pris dans plein de pays grâce au Covid. Ça a accéléré les choses. Maintenant, ça choque plus personne sur BFM de voir une interview super pixelisée faite avec un téléphone. Ces barrières-là sont tombées. Donc nous, c'est pas ce qu'on fait, mais ces barrières-là sont tombées. Donc nous, on met en place des solutions plus légères, de production simplifiée, dans des budgets plus raisonnables, où on va amener des solutions plus packagées, peut-être un peu moins flexibles. Évidemment, tu fais pas la même chose en production simplifiée que tu le fais dans un gros car régie, mais on a pris cette transition. Ouais, on a pris cette transition. Au contraire, on est content de l'avoir. On est très content de l'avoir prise. Ouais, juste d'une manière générale, faut aussi savoir. Enfin, il y a différentes phases à l'innovation, surtout dans le broadcast. Et vu les enjeux que vous avez, vous, d'éviter certaines choses telles que le black screen ou des coupures où la moindre faille est fortement jugée, vous êtes super bien positionné pour voir ces technologies arriver et puis ensuite les accepter et fondamentalement travailler avec ces startups-là pour les accepter dans votre workflow pour proposer une innovation qui va bien quand elle est mature après l'avoir déployée sur différents événements un peu moins tiers 1. Exactement, notre rôle c'est ça, c'est qu'on est reconnu à l'échelle du monde sur ces gros événements, mais on a montré aussi qu'on est capable d'aller chercher du corporate aussi, faire de la conférence. On a fait beaucoup de choses au printemps et cet été avec des solutions bien plus légères, presque un ordinateur portable avec un logiciel dessus. On est capable aussi maintenant, nous, de proposer ce genre de techno pour produire un événement. Ouais.
Ouais, t'as dit quelque chose qui m'a un peu interpellé. T'as dit, on est une boîte, on est un broadcaster facilities, c'est ça qu'on dit. Et t'as parlé, en fait, on va devenir un peu une boîte IT aussi. Ah oui, oui. Et c'est marrant de dire, en fait, tu changes aussi un petit peu de sphère et tu deviens une boîte IT. Et ma question suivante, en fait, c'était comment tu vois justement le futur de votre métier. Pour toi, c'est ça, du coup, vous allez tendre à devenir de plus en plus une boîte vraiment IT pure? Ah oui, c'est certain. Ouais, c'est certain. La vidéo telle qu'elle existe aujourd'hui a pris un virage avec l'IP. Tu peux expliquer ce que c'est l'IP, du coup? Oui, donc aujourd'hui la vidéo, tu prends une caméra, tu prends un câble vidéo sur lequel tu vas transporter ta vidéo et ton audio et d'autres choses, et tu vas le brancher sur un système d'acquisition. Ça, c'est la vidéo classique. L'IP, c'est un câble RJ45. C'est-à-dire que la vidéo, elle transite comme de la donnée. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé beaucoup notre monde. Et par extension, maintenant, quand je dis c'est déjà en cours, hein, on va vers le cloud, c'est-à-dire qu'on virtualise les choses. De là, on parlait tout à l'heure de sociétés où avec du hardware propriétaire, ça c'est terminé. C'est-à-dire que maintenant le hardware, ce qu'on va rencontrer de plus en plus comme équipement dans les cars régie, c'est des switches finalement, c'est des câbles RJ45 et des switches. Et après il y aura des solutions qui viendront par-dessus tout ça pour manager, pour produire, pour garder tous les métiers que l'on fait aujourd'hui, le mix, les trucages, les graphiques. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est cette tendance-là qui est déjà amorcée. Elle s'accélère parce que évidemment l'IT va beaucoup plus vite que le broadcast. On a accès à beaucoup plus d'équipements entre guillemets sur étagère du marché qui nous permettent d'intégrer ça dans nos workflows de façon fiable, toujours en gardant en tête cette notion de fiabilité et de professionnalisme. C'est ce que nos clients nous demandent. Le cloud est l'étape aussi importante parce que on voit la tendance, et si on se projette, je vais éviter de sortir la boule de cristal, mais si on se projette, évidemment, on voit que tout ça se démocratise, que les équipements sont de plus en plus accessibles et de plus en plus virtualisables. Il y a des grands acteurs comme AWS qui s'y intéressent de très près. Ils ont fait des acquisitions stratégiques dans ce domaine-là. C'est pas pour rien. Et donc, on voit que nous, notre métier va bouger vers ça, va aller vers ça, va vers ça. On a déjà montré un certain nombre de choses en interne, des proof of concept pour montrer comment le cloud va intervenir dans nos métiers. Et nous, effectivement, la tendance, c'est qu'on va devenir une grosse plateforme. Peut-être que elle aura pas des roues et un pot d'échappement, mais on aura toujours cette plateforme sur laquelle on va venir recevoir des flux vidéo et faire travailler un certain nombre de gens en même temps pour diffuser, pour capter cet événement et le diffuser. Ok, et sur ça, Euromédia, donc tu viens de m'expliquer comment dire la vision et ce que ça va devenir, et tu penses que donc tout le marché va prendre ce pas. Est-ce que tu penses aussi que certains moyens vont être internalisés par certaines organisations du fait que ça soit peut-être plus simple entre guillemets à réaliser, parce que autant acheter un car régie c'est compliqué, autant peut-être potentiellement mettre des serveurs chez toi c'est quelque chose qui est possible. Tu penses que ça va être quelque chose qui sera fait, ou votre expertise est tellement énorme que dans tous les cas vous avez pas trop peur de ça? Ah non, question un peu piège, je suis désolé, mais non, alors je dirais oui, notre expertise est tellement énorme, c'est flatteur, mais c'est des cycles. Il y a des cycles. Bon, moi j'ai fait que 20 ans, donc j'ai pas vu tous les cycles, mais il suffit de regarder un peu vers l'arrière comment ça s'est passé, en arrière comment ça s'est passé. Il y a eu cette tendance d'avoir tout internalisé, puis après tout externalisé quand on a l'impression que c'est un peu plus stable et un peu plus maîtrisé. Et après il y a une transition, la transition suivante, boum, on réexternalise. Donc je pense que ces cycles-là vont continuer. Après, à nous, justement, de trouver notre place et de pas être inquiet de ça et d'anticiper le plus possible. Et encore une fois, ça passe par de l'expertise et ça, par les gens. C'est vraiment important. On n'est pas que des constructeurs de car régie. On est aussi, on a la chance d'avoir des super techniciens, des experts dans tous les domaines qui sont vraiment en plus passionnés par ce qu'ils font, et donc ça on le garde, c'est vraiment notre ADN. Et après à nous aussi d'amener les moyens techniques, les solutions pour accompagner tout ça et de faire notre place et de rester important dans ces workflows. Ouais. Et j'avais juste une dernière question, c'était quels sont les projets un peu à venir à court moyen terme
pour toi et pour le groupe? Alors, pour moi, donc moi je suis rattaché à ce qu'on appelle EMG Digital. Donc je travaille sur ces transitions-là. Effectivement, je continue à travailler sur la partie cloud et la partie connectivité entre nos différents services. Je mutualise aussi beaucoup nos outils. On a des développeurs en interne, on a une équipe de développement. On développe un certain nombre de choses. L'idée, c'est d'en développer encore de plus en plus et de façon coordonnée dans le groupe. Donc il y a un enjeu de rationaliser, de travailler ensemble, de proposer les meilleurs produits en interne pour produire nous-mêmes nos prestations et peut-être aussi vendre des produits à travers Netco and Rewind. Donc il y a cet enjeu. On est très 1500 personnes, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de filières, donc il faut travailler tous ensemble. Ça, c'est un enjeu. C'est de se renforcer comme ça, de continuer à être de plus en plus fort grâce à notre taille, on va dire. Et ça nous donne un atout par rapport aux acteurs locaux. Donc ça, c'est important. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus. Donc ça fait partie des enjeux. Et après, il y a la partie cloud qui est vraiment la partie IP, la partie cloud. Encore une fois, ça paraît évident de faire transporter la vidéo sur de l'IP pour tout le monde. Mais encore une fois, c'est entre la sortie de la techno et sa réalité dans des workflows, il y a du temps, des étapes, et on travaille sur ces étapes-là, et on prépare les prochaines, et je pourrais pas tout dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a encore des choses que vous êtes en train de cuisiner en interne, mais vous avez des stratégies intéressantes aussi à venir sur la partie e-sport et comment bien pénétrer en sautant des étapes. Ah, c'est un super exemple, mais merci d'en parler parce que ça a été mon bébé de 2020, un peu stoppé par le Covid évidemment parce qu'il y a eu beaucoup moins d'événements d'e-sport, mais alors moi j'ai une chance incroyable, j'ai 3 enfants, 3 garçons qui sont des rats de laboratoire, qui sont mon benchmark maison. Alors j'ai remarqué, je les ai regardés, fans du PSG, l'attention devant un match de foot, c'est à peu près 10 minutes. Et encore, faut qu'Mbappé soit sélectionné. Sinon, leur attention est détournée. Donc, elle est détournée vers quoi? Elle est tournée vers des plateformes de jeux, j'ai essayé de m'intéresser à tout ça, essayer de comprendre mais pourquoi ça les intéressait autant, qu'est-ce que c'est que ce monde, c'est quoi Twitch, pourquoi ils regardent un mec en train de jouer à un jeu vidéo, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, et puis j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des performances, des stars, qu'il y avait des challenges, et donc c'était en fait très proche du sport. D'ailleurs, ça s'appelle l'e-sport, et j'ai essayé de comprendre un peu ces parallèles, et puis après j'ai essayé de comprendre comment nous on pouvait travailler et intervenir dans ce monde de l'e-sport. Alors on a eu la chance d'avoir deux partenaires avec qui on a travaillé là-dessus. Il y en a un des deux, il est venu ici, vous l'avez reçu. Il y en a un autre qui est en Belgique. En fait, on s'est dit finalement, si c'est pour faire de l'e-sport comme on fait du sport, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que si c'est pour convertir les signaux des ordinateurs et en faire des signaux vidéo qui rentrent dans un cas régie... Et c'est pas leur but. Tu parlais de l'épisode qu'on a tourné avec David aussi, de chez GameWard, et effectivement, c'est pas du tout leur but de reproduire exactement le sport traditionnel. Ils vont reprendre des bases parce qu'il y a des choses, voilà, les codes et des choses qui ont été très bonnes, mais effectivement, le but, c'est de faire quand même autre chose. En fait, le point commun, c'est le storytelling. On en a un petit peu parlé déjà depuis tout à l'heure. Il faut amener des outils pour raconter une histoire. Et c'est sur cet axe-là que nous on a travaillé avec mon équipe. On a eu la chance nous de travailler sur l'arrivée des data dans le sport. On était en France en tout cas un des premiers à le faire avec des partenaires de statistiques et on a compris l'importance de ces données, du storytelling. Donc on a travaillé avec ce partenaire en Belgique, Louvard Game, pour essayer de développer des solutions vraiment adaptées à leurs besoins, qui leur permet de vraiment raconter une meilleure histoire et de créer du contenu parallèle sur un événement sportif et de mieux. Là, on a surtout travaillé sur CSGO, donc sur des compétitions de CSGO où on a mis en place des solutions dédiées à la réalisation du CSGO, où on va donner à la possibilité à un réalisateur d'aller réaliser son match CSGO. Donc il va pas subir la réalisation automatique que propose CSGO avec la GoTV, il va lui-même faire ses choix de caméra pour aller vraiment au bon endroit, raconter la bonne histoire au bon moment. Donc c'est très proche, ça c'est pour le coup on est très proche du sport. On a le côté multicam, on a le côté imprédictible, et après on a donc ce qui se passe en live et ce qui se passe en replay.
dans l'e-sport, ça va très 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 vite. Ça va encore plus vite que le sport. Il n'y a pas de temps mort. C'est peut-être ça qui plaît à la nouvelle audience d'ailleurs. C'est peut-être ça qui plaît à la nouvelle audience. Et par contre, entre deux matchs, il y a du temps. Et donc nous, on a aussi trouvé des solutions pour occuper ce temps. Et on a retravaillé sur ces technos sur lesquels on travaille depuis plusieurs années, sur les outils d'analyse. Donc on a développé une solution qui va enregistrer tous les événements d'un match et donner la possibilité à quelqu'un comme Philippe Doucet sur Canal avec la palette à douce. On a travaillé avec le Philippe Doucet de l'e-sport qui lui a à sa disposition une palette, un PC avec un écran tactile et une ergonomie super simplifiée parce qu'il faut que ce soit facile, parce que lui il a son discours en tête, il faut qu'il raconte son histoire, il doit pas s'inquiéter, exactement, il doit pas s'inquiéter de la technique, ça doit être fiable. Donc c'est ça qu'on apporte. On a amené ça, des outils qui lui permettent de reprendre un événement dans ce qui a été clé dans le match, là où ça s'est joué, et de l'expliquer. Et c'est en expliquant. Alors moi les premières j'ai vécu des grands moments de solitude. Les premières compétitions, les premiers matchs de CSGO, je ne comprenais absolument rien. Déjà, il y a un jargon qui m'était totalement inconnu. Il y a l'histoire des maps, des joueurs. Enfin, je ne comprenais absolument rien. Et après, je me suis dit, mais finalement, il s'adresse pas à moi. Et c'est dommage parce que moi, plein d'autres, on a envie de comprendre, on a envie de s'intéresser déjà pour comprendre ce que nos enfants regardent. Et il manquait ça, je trouve qu'il manque ça. Alors, il y a sur les grosses compétitions, ESL, il y a ce côté storytelling, mais c'est vraiment le haut du panier. Après, il y a tout un tas d'autres productions qui ne le font pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc nous aussi, on a travaillé sur des solutions qui rentrent dans des budgets, qui sont faciles à déployer, qui s'inscrivent dans un workflow et qui sont faciles à utiliser en live, et c'est ça l'intérêt. C'est là où, encore une fois, tout à l'heure, tu disais comment nous on se positionne, c'est ça, on connaît ces workflows-là et on amène ça. Et c'est super intéressant dans votre transformation aussi, où vous essayez de passer d'une méthodologie très à l'ancienne, très hardware, à sauter une étape aussi dans la digitalisation en apportant un truc qui n'existe pas même pour des sociétés d'e-sport, enfin pour des acteurs de l'e-sport, quoi. Là, c'est vrai, effectivement, il y a encore beaucoup de compétitions d'e-sport qui sont captées avec des gros moyens techniques, mais il y a un marché énorme dans l'e-sport d'événements intermédiaires qui n'ont pas les moyens de se payer des gros cars et sur lesquels nous, on peut amener des solutions. Ouais, et là, pour le coup, ça rejoint aussi le sport traditionnel où tu as ce qu'on appelle du tier 1, où ça du contenu premium. Et oui, effectivement, l'innovation sur du contenu, le match du dimanche soir de Ligue 1 ou je sais pas, le Boxing Day, la Ligue des Champions, Angers-Dijon même. Ou le Angers-Dijon, ouais. Et c'est vrai qu'après, c'est bien aussi quand tu as des solutions pour d'autres acteurs. Et j'imagine que c'est une grosse part aussi de votre activité. Et d'ailleurs, c'est une question que je t'ai pas posée avant, mais les gros événements par rapport aux petits, entre guillemets, c'est quoi la proportion de coverage chez vous ? Déjà, les gros événements, il n'y en a pas tout le temps. Et moins en ce moment. Alors, si tout va bien cette année, on devrait être présent sur tous ceux qui vont arriver. On va être présent sur le Tour de France. Ça, c'est encore une bonne nouvelle parce que c'est tous les ans et qu'on est tous les ans choisi. Sur des appels d'offres, on a sur des cycles. On y sera encore là cette année. On va être présent sur Roland-Garros. On va être présent sur l'Euro. Et puis d'autres gros événements internationaux aussi. On a la chance. Donc, effectivement, il y a ce cycle des années paires. Mais cette année, ça a été bouleversé. Ce qu'on n'a pas fait en 2020, on va le faire en 2021, si tout va bien. Encore une fois, c'est le modèle de la Formule 1. Je pense que aller faire un match de 4 ou 6 caméras, de plus en plus de gens peuvent le faire. On a beaucoup de concurrents là-dessus. Mais aller capter la finale de la Coupe du Monde, on n'est pas nombreux. Ouais. Donc c'est là où il y a votre domaine d'expertise et après vous avez le reste en champ d'application. Exactement. Super. Merci beaucoup Mathieu. C'est déjà fini ? Je sais pas si c'est déjà fini, mais par contre je peux te dire, j'ai juste un dernier truc, c'est est-ce que toi tu as quelque chose à ajouter ? Est-ce que tu as des choses que tu avais envie d'exprimer par rapport à un sujet qu'on n'a pas abordé ou ce que tu veux en fait. La protection animale. On peut vraiment parler de ce que tu veux. Non, alors moi c'est évidemment une passion pour moi. J'ai la chance de faire ça. Ça s'entend. Ça s'entend. Merci. C'est vraiment passionnant et j'ai la chance de travailler dans ce domaine-là depuis longtemps et je suis très content. Je trouve que ce que je veux rajouter, c'est que je trouve votre initiative super intelligente de venir faire parler les gens et d'expliquer ça à tout le monde. Pour le coup, je voulais dire honnêtement, tes 10 premières minutes à expliquer l'industrie, comment ça marchait, etc. Ça m'aurait bien aidé avant mon premier rendez-vous Canal+, où je m'étais rarement senti aussi seul dans une pièce.
Ouais, je me souviens qu'on en a beaucoup parlé aussi avec David avant d'aller voir des clients broadcast tous les deux. Et c'est pour ça que quand je t'ai appelé avant qu'on tourne ce podcast, je te disais, je sais que ça fera un bon épisode parce que moi j'ai la chance qu'on ait ce genre de conversation assez régulièrement tous les deux. Et effectivement, ouais, ça, c'est cool parce que ça évangélise aussi un peu notre marché, notre industrie. Il y a des enjeux. Là, c'est cool, c'est qu'on a parlé aussi pour le grand public, je trouve, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre podcast, on le sait, désolé pour nos auditeurs. Mais c'est vrai que ça aide aussi à comprendre les enjeux. C'est ça. Alors effectivement, si je peux terminer là-dessus, c'est que c'est vraiment un métier de passionné. C'est pas le seul, hein, bien sûr, mais moi je vois les gens avec qui je travaille, les techniciens qui vont sur place, c'est des gens qui ont ça vraiment, c'est leur passion, ils sont très contents de le faire, ils sont passionnés par on a la chance de le faire, d'être présent sur ces événements-là et de trouver des solutions, d'être rapide, flexible, et ça c'est vraiment le point commun dans le domaine du broadcast. Encore une fois, je connais pas toute la chaîne du broadcast parce que c'est vraiment très vague, mais le domaine de la prestation de service, c'est vraiment ce qu'on retient, c'est que c'est un monde de passionnés, des gens qui ont tout le temps plein d'anecdotes à raconter, voilà, pourvu que ça. D'ailleurs, t'en as pas raconté tant que ça, on va peut-être devoir t'inviter. Parce que je sais que t'en as sous le coude encore. Oui, mais j'ai un droit de réserve, non? Merci beaucoup Mathieu, merci Sam aussi. Merci à vous deux. Vraiment un super épisode, super content d'avoir tourné avec toi. Pour nos auditeurs, on se retrouve très vite et j'espère que vous avez aimé aussi, comme nous, on a pris beaucoup de plaisir à tourner ça. À très vite, salut. Merci Mathieu. Le corner.